OK. Bon, parfait. Alors, je reprends pour l'enregistrement. Bonjour. Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir Émilie Landry-Lajoie, doctorante à l'Université de Montréal en cinéma, qui va nous parler de son sujet de thèse. Alors, représenter les troubles mentaux au cinéma et à la télévision. Alors, peut-être juste avant, pour vous parler un peu du parcours d'Émilie, qui fait de la recherche-création en cinéma, qui a fait une maîtrise, ici on dit une thèse de maîtrise, mais un mémoire de maîtrise sur la représentation des troubles de santé mentale dans les œuvres cinématographiques et télévisuelles. Elle poursuit son travail, son engagement dans cette démarche de recherche-création au doctorat. Sa directrice de thèse est Isabelle Reynaud. Elle participe à des projets de recherche en même temps qu'elle est chargée de cours, en même temps qu'elle déploie sa recherche. Alors, elle fait partie du groupe Raconter, cartographier, la scénarisation transmédiale, consultante en scénarisation, et elle offre des ateliers d'initiation à l'écriture scénaristique dans le super groupe Script. Alors, notre groupe de recherche, alors, Émilie, c'est elle qui dirige nos ateliers et qui montre à nous, chercheurs, comment écrire autrement, puis comment déployer un récit fictif à partir de nos données, à partir de nos bases de données sur les gens qui ont été hospitalisés, internés, dépendamment des périodes pour des troubles psychiatriques. Alors, il est midi 4. J'arrête ici tout de suite pour vous laisser écouter Émilie qui va prendre le contrôle tout de suite. Alors, je pense peut-être qu'Émilie, il faut que je t'épingle, il faut que je te trouve. Euh, Je sais pas, j'ai partagé mon écran. OK, attends un petit peu. Euh, OK, alors c'est toi qu'on va voir et on t'écoute, ma chère Émilie, avec grand plaisir, puis je ferme mon micro tout de suite. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là aujourd'hui virtuellement. Donc, pour ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler de la représentation des troubles mentaux au cinéma et à la télévision. Et je vous souhaite vous présenter quelques études de cas pour illustrer différents types de représentations. Puis, à la suite de ma présentation, nous pourrons discuter, si vous le souhaitez, d'œuvres que vous avez vues, que vous considérez peut-être des représentations positives ou des représentations négatives. Évidemment, lorsqu'on parle de représentation au cinéma et à la télévision, c'est souvent des zones grises, donc tout n'est pas noir ou blanc. Certains éléments d'une œuvre peuvent être positifs, tandis que d'autres sont négatifs. Donc, c'est ce que je veux voir avec vous aujourd'hui. Donc, pourquoi s'intéresser à la représentation des troubles mentaux au cinéma et à la télévision? Pour moi, il y a plusieurs raisons. Évidemment, l'impact de ces représentations sur les différents publics, que ce soit des gens qui ont des troubles de santé mentale, du personnel soignant, la famille des gens qui ont des troubles de santé mentale, les pères aidants, etc. Donc, les représentations, parfois, mais disons-le, souvent négatives, ont un impact sur les publics et peuvent avoir un impact aussi sur la recherche d'aide. Donc, est affecté par les manières négatives dont sont dépeints les psychiatres et les psychologues à l'écran. On va le voir un peu plus tard dans cette conférence lorsque je vais vous parler des stéréotypes les plus communs. Puis, les médias ont évidemment une grande portée sur les publics, puisque pour certaines personnes, le seul contact qu'elles vont avoir avec des individus qui ont des troubles de santé mentale, c'est à travers une œuvre cinématographique ou télévisuelle. Donc, qu'est-ce qui arrive quand les personnages atteints de troubles mentaux sont dépeints comme des fous furieux, des tueurs en série ou tout simplement des personnes instables? Évidemment, ça a un impact sur les publics que je vous ai mentionnés précédemment, mais ça propage de fausses croyances sur les individus souffrant de troubles mentaux, puis ces stéréotypes néfastes circulent en société et affectent les gens sous plusieurs niveaux. Alors, si les œuvres cinématographiques et télévisuelles sont l'une des premières portes d'entrée pour présenter ce qu'est de recevoir un diagnostic de trouble de santé mentale, de vivre avec un tel trouble, clairement, il faut se questionner sur les manières dont sont présentés ces troubles à l'écran, car nous avons une opportunité, selon moi, d'éduquer et de sensibiliser la population.
Par contre, c'est important de le mentionner, la vocation des œuvres cinématographiques et télévisuelles, ce n'est pas de faire des portraits cliniques, par exemple, de la schizophrénie. Ce n'est pas le but du cinéma ou de la télévision. C'est au contraire de divertir. Donc, on écoute des films, des séries pour s'évader, se changer les idées. Ceci étant dit, on peut, selon moi, divertir tout en représentant des portraits adéquats de troubles mentaux et c'est ce que je vais argumenter avec vous aujourd'hui. Donc, mon mémoire portait sur les œuvres des 20 dernières années, à l'exception du film Rain Man qui date de 1988. Donc, toutefois, il faut savoir que l'utilisation des personnages ayant des troubles de santé mentale remonte à beaucoup plus loin. Ce n'est pas quelque chose de très récent dans les œuvres cinématographiques et télévisuelles. Je vais faire un bref, mais très, très, très bref historique de la représentation visuelle des troubles mentaux. Il y a un très célèbre recueil de dessins que je vais vous mettre la notice complète est dans ma bibliographie à la fin de cette présentation, mais ça s'appelle Recueil des têtes d'aliénés dessinés, qui date de 1823, où justement on dessinait les gens dans les hôpitaux psychiatriques. Puis il y a aussi les très célèbres gravures de l'hystérie qui sont repris aussi dans des films comme A Dangerous Method que vous avez à l'écran. Et finalement, de la fin de ce petit parcours historique très bref et évidemment non exhaustif, mais je voulais vous parler de Hugh Welsh Diamond, qui en 1850 est considéré comme l'un des pères de la photographie médicale. Il photographiait les gens dans les asiles. Donc, il y a vraiment ce désir depuis très, très, très longtemps de mettre en image les gens qui ont des troubles de santé mentale. Puis, pour mon doctorat, j'ai accès à des archives 16 mm d'entrevues mises en scène. C'est des psychiatres qui filment des entrevues avec des patients. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec ces entrevues, c'est qu'ils sont vraiment toutes mises en scène. Donc, il y a vraiment la manière dont sont cadrés le psychiatre et le patient ou la patiente. Et c'est des faux traitements. En fait, on met en scène un traitement pour que ces films puissent être utilisés par la suite par des étudiants qui vont les regarder et vont savoir comment traiter des patients qui ont divers troubles de santé mentale. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça se veut plus clinique, mais il y a quand même une mise en scène. Il y a une mise en scène du psychiatre qui est très conscient que c'est un film et le patient ou la patiente, jusqu'à un certain degré, dépendamment des cas, a conscience qu'il ou elle est devant une caméra et se met un petit peu en scène aussi dans la manière dont ils et elles vont agir. Donc, des archives très, très intéressantes à analyser avec un regard plus contemporain, évidemment. Donc, ce bref parcours historique pour vous dire que représenter les troubles de santé mentale dans les arts, c'est pas récent, c'est un sujet qui fascine, un sujet qui continue de nous fasciner. Et dans l'extrait de corpus que vous avez à l'écran, donc vous avez des œuvres qui traitent de l'autisme, de la schizophrénie, de la dépression, de l'hystérie, des troubles alimentaires et de la personnalité multiple. C'est quelques-uns des troubles mentaux les plus représentés. Les troubles alimentaires, la dépression, c'est et la schizophrénie, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent dans les œuvres cinématographiques et télévisuelles, mais de plus en plus, on retrouve d'autres représentations que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, lorsqu'on aborde les représentations des troubles mentaux, on parle aussi nécessairement de stéréotypes. Donc, les stéréotypes vont servir de vecteurs narratifs et se reproduire dans presque toutes les œuvres. Les œuvres, ne généralisons pas, mais dans la majorité des œuvres qui vont traiter d'un même trouble mental. Un exemple commun, c'est le spectre de l'autisme. Donc, la grande majorité des œuvres qui traitent de l'autisme mettent en scène des personnages masculins qui ont le syndrome du génie, que ce soit par exemple dans la série Sherlock, la série Community, The Good Doctor, Big Bang Theory, etc. Il y en a beaucoup d'autres. C'est toujours le même stéréotype qu'on revoit, le même modèle de personnage qui est repris à l'écran d'une série à l'autre, avec quelques petites modifications, mais c'est toujours la même base. Et on peut retracer l'historique de ce stéréotype au film Rain Man, que je disais plus tôt, qui date des années 80. Donc, dans ce film, c'est l'un des premiers où on a un personnage qui est sur le spectre de l'autisme et qui a le syndrome du génie. Donc, son frère l'amène au casino pour compter les cartes. J'imagine que vous avez probablement tous vu ce film. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est un film, oui, qui a été bien reçu, mais qui a entraîné un modèle de personnage stéréotypé qui continue d'exister plusieurs décennies plus tard.
L'un des chercheurs qui s'est intéressé à la psychiatrie au cinéma, il y en a énormément, mais Steven Euler est très intéressant parce qu'il a fait une classification des stéréotypes les plus communs dans le cinéma hollywoodien. Donc, en 1991, il publie dans la revue Psychiatry Services une classification des stéréotypes les plus communs dans le cinéma hollywoodien. Pardon. Donc, il va argumenter que l'impact de ces portraits stéréotypés sur le public est sous-estimé et qu'on ne prend pas assez en compte la manière dont on met en scène des personnages qui ont des troubles mentaux et que ça peut avoir un impact négatif. Donc, voici sa classification. Le premier, je suis certaine que vous êtes tous familières avec ce stéréotype. C'est le plus répandu encore aujourd'hui. Par contre, je rappelle que son article date de 1991 et il y a quand même eu une évolution positive, il faut le dire, dans les dernières années, surtout les 5 dernières années et encore plus depuis les 3 dernières années de la pandémie. On parle beaucoup plus de santé mentale et on a plus de portraits variés à l'écran. Donc, la série This Is Us qui a mis en scène de l'anxiété, des crises de panique. Il y a la série A Million Little Things qui a traité de dépression chez les hommes. Donc, il y a 20 ans, on voyait très peu ce genre de portrait à l'écran. Maintenant, on en voit beaucoup plus. Mais malgré tout, il y a certains stéréotypes qui perdurent, dont celui du maniaque meurtrier. Donc, la corrélation violence et personnages souffrant de troubles mentaux est malheureusement très commune et très répandue encore aujourd'hui. Ensuite, il parle du patient narcissique et de la patiente séductrice. La patiente séductrice, c'est le stéréotype féminin qui revient le plus souvent, surtout dans les films ou séries où on va exploiter une relation patiente-psychiatre. Dans la majorité des cas, c'est la patiente qui va tenter de séduire son psychiatre ou son psychologue et son psychiatre va succomber malgré lui à la séduction de sa patiente, même s'il sait que ce n'est pas une bonne idée et qu'il devrait pas, il ne peut pas résister. Donc, on met toujours en scène ce type de dynamique de pouvoir qui est très néfaste. Et plus tôt, je vous parlais de l'impact justement sur la recherche d'aide. Chez les femmes, ça a un impact négatif de montrer que les hommes, psychologues ou psychiatres en situation de pouvoir peuvent avoir des relations toxiques avec leur patiente qui est dans un état vulnérable. Donc, c'est un stéréotype qui a un impact négatif sur la recherche d'aide. Puis, son quatrième stéréotype, c'est le rebelle ou l'esprit libre. Et évidemment, le film par excellence, c'est One Flew Over the Cuckoo's Nest, où on représente ce type de personnage. Le cinquième, le spécialement doué, c'est ce que je vous parlais tantôt avec les personnages sur le spectre de l'autisme. Donc, c'est un personnage qui a un trouble de santé mentale, mais il a un don ou un talent hors norme qui vient malheureusement comme compenser pour le fait que le personnage a un problème de santé mentale. C'est souvent des personnages qui sont sur le spectre de l'autisme. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter le film A Beautiful Mind et c'est un personnage qui est schizophrène et c'est la même chose. Donc, il y a un don, un talent hors norme, disons. Puis finalement, le dernier stéréotype que Euler a établi, c'est la victime abus de pouvoir. Donc, c'est majoritairement des personnages féminins qui sont internés contre leur gré, qui vont subir des lobotomies, électrochocs, etc. Les films Frances de 1982 et Ma vie en cinémascope de 2006 sont des exemples de ces stéréotypes féminins. Par contre, il est important de dire que ces deux films sont basés sur des histoires vraies, donc respectivement sur la vie de l'actrice Frances Farmer et sur la chanteuse Alice Robbie, qui les deux ont été internés contre leur gré et ont subi des traitements contre leur gré dans des hôpitaux psychiatriques. Maintenant, le danger de ces stéréotypes, évidemment, c'est d'entraîner de la stigmatisation des personnes qui sont atteintes de troubles mentaux, qui peuvent déjà avoir une faible estime d'eux à cause de leur diagnostic ou de l'incompréhension de leur diagnostic, du manque de soutien, etc. Donc, vous avez à l'écran deux films qui ont des portraits assez stigmatisants. Le premier s'appelle Side Effects. Ça dépeint la prise de médication comme étant dangereuse. Donc, la jeune femme souffre de dépression et son psychologue va lui prescrire des antidépresseurs et sous l'effet des antidépresseurs, elle va tuer son conjoint.
puis elle va entretenir une relation amoureuse malsaine avec son psychologue. Donc, ce film reprend deux des stéréotypes les plus communs, soit le lien entre une personne qui a des troubles de santé mentale qui est dangereuse et peut faire preuve de violence, et celui de la patiente séductrice. Donc, la patiente va tout au long du film essayer de séduire son psychologue. Ensuite, vous avez de l'autre côté le film De Visite, qui est un film d'horreur qui raconte l'histoire de... Là, je m'excuse, je vous spoil le film, mais en fait, je ne vous recommande pas de voir le film, donc c'est pas très grave. C'est des patients qui sont enfuis d'un hôpital psychiatrique et se font passer pour les grands-parents de jeunes enfants. Et les jeunes enfants n'ont jamais vu leurs grands-parents, puis ils vont passer la fin de semaine avec eux. Bon, évidemment, ces personnes ne sont pas leurs grands-parents, ce sont des personnes qui se sont enfuies d'un hôpital psychiatrique. Donc, il va arriver de plus en plus des choses violentes et extrêmement déplaisantes pour les enfants. Et finalement, c'est révélé que les patients sont atteints de schizophrénie. Donc, encore une fois, on fait le lien entre personnes qui souffrent de schizophrénie et violence et état dangereux donc pour ces enfants. Le punch du film, c'est de révéler que ce sont des patients qui sont enfuis d'un hôpital psychiatrique. Pardon. Ensuite, un autre aspect qui est important de parler lorsqu'on parle de représentation de troubles mentaux, c'est évidemment de prendre en compte le traitement du suicide à l'écran. Pour ce faire, j'utilise la série 13 Reasons Why, qui, lors de sa première diffusion sur Netflix, montrait une scène de suicide très graphique. Donc, c'était presque un long plan séquence où on suivait Anna, la jeune femme que vous avez à l'écran, lorsqu'elle décide de s'enlever la vie. Donc, on la suit étape par étape jusqu'à ce qu'elle s'ouvre les veines dans son bain. Et on voit tout, donc il n'y a vraiment rien de censuré. C'est très, très, très graphique. Puis, par la suite, sa mère entre dans la salle de bain et découvre sa fille décédée. Donc, c'est une séquence extrêmement difficile à regarder et honnêtement perturbante. Mais qu'est-ce qui est le plus grave avec cette séquence? C'est l'impact qu'elle a eu sur le public. Donc, suite à la diffusion de cette série, il y a eu une vague de suicides chez les jeunes adolescentes qui ont reproduit exactement ce qu'elles avaient vu dans la série. Donc, par exemple, la jeune fille Anna dans la série va laisser des cassettes comme lettre de suicide à différents personnages. Et les jeunes filles qui ont fait des tentatives de suicide et qui se sont suicidées ont laissé aussi des cassettes pour leur famille, pour leurs amis. Et certaines ont heureusement ont survécu. Et il y a une mère qui a fait un reportage pour justement sensibiliser au danger que les enfants regardent cette série, parce que c'est une série qui était pour un public adolescent, mais qui traite de thématiques plus adultes. Et il n'y avait pas de trigger warning, de choses comme ça pour informer les spectateurs, spectatrices de ce qu'ils s'apprêtaient à voir. Donc, ça aussi, c'était problématique. Et donc, la mère a partagé des messages textes que sa fille a envoyés pendant sa tentative de suicide. Et elle textait ses amis, puis elle leur disait c'est pas pareil comme dans la série, c'est plus long, ça fait mal, je pensais pas que ça ferait aussi mal. Donc, il y a clairement eu un lien de cause à effet entre le fait d'avoir vu cette scène et l'impact que ça a eu sur des jeunes filles qui étaient dans des situations vulnérables. Par la suite, évidemment, les producteurs ont réagi. Ils ont expliqué leur choix. Ils ont dit on voulait montrer cette scène très graphique pour montrer justement la violence de cet acte et montrer l'impact sur la famille, sur les amis. Mais malheureusement, ça a eu l'effet contraire sur les publics. Par la suite, il y a eu plusieurs saisons de cette série. Ils ont ajouté des trigger warnings. Au début de la série, il y a une petite capsule où les acteurs font la sensibilisation, donnent des ressources d'aide. Et la fameuse scène a été retirée de la série. Donc, si on écoute la série maintenant sur Netflix, on ne verra pas cette scène. Par contre, si des jeunes parcourent les sites de streaming, ce n'est pas impossible qu'ils tombent sur cette scène. Donc, qu'est-ce que cette série nous apprend? C'est que lorsqu'on traite de suicide, il ne faut pas le montrer de manière explicite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter de suicide, pas du tout. Clairement, il faut sensibiliser la population de tous les âges au suicide. Mais il faut faire attention aux manières dont on le montre à l'écran, car ça peut déclencher des pensées suicidaires et donner des idées, évidemment, à des gens qui sont en situation vulnérable.
Donc, dans un tout autre ordre d'idées, avant d'entrer dans mes analyses approfondies, je voulais vous présenter quelques questions de recherche qui vont diriger un peu les analyses que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, premièrement, je m'intéresse beaucoup à la contribution de l'acteur ou de l'actrice. Comment interpréter un personnage qui souffre de troubles mentaux quand, par exemple, l'acteur lui-même ne souffre pas de troubles mentaux? Qu'est-ce qui contribue à la construction du personnage? C'est quoi les faits références qui sont utilisés pour préparer le rôle, les inspirations? Est-ce que c'est des références théoriques? Est-ce que c'est plus clinique? Est-ce qu'on fait des entrevues avec des psychologues, avec des patients, etc.? Donc, tout ce qui est conceptualisation du point de vue de l'acteur d'un personnage souffrant de troubles mentaux. Et un des exemples que j'ai dans ma thèse, c'est la série Kidding, où Jim Carrey incarne le personnage principal, qui est un père qui souffre de dépression et qui est en deuil suite au décès subi de son fils dans un accident d'auto. Et dans une entrevue, le réalisateur expliquait qu'il avait choisi Jim Carrey pour incarner le rôle, car dans les dernières années, Jim Carrey a vécu des moments difficiles. Sa partenaire de vie s'est suicidée et il est aussi tombé en dépression. Puis Jim Carrey est reconnu pour ses expressions faciales. Et dans la série, ces mêmes expressions faciales reviennent, mais plutôt pour incarner la douleur et la peine, plutôt que pour faire rire, comme dans le film Le Masque, là, ou avec le fameux sourire vert là, que vous avez sûrement tous déjà vu. Donc, ici, on a choisi Jim Carrey pour incarner ce rôle parce qu'on savait qu'il avait, pardonnez l'anglicisme, mais un background où il pourrait avoir une corrélation entre ce que lui a vécu et ce que le personnage dans la série a vécu. Puis, pour bien comprendre l'impact du rôle, je m'intéresse aussi à des entrevues, évidemment, que les acteurs et réalisateurs vont donner, mais aussi Jim Carrey écrit un mémoire. Et dans ce mémoire, il parle de sa persona. Et il explique que Jim Carrey, pour lui, c'est aussi un personnage qu'il a créé et qu'au fil des années, justement, quand il est tombé en dépression, il s'est rendu compte qu'il ne voulait plus jouer ce personnage de Jim Carrey. D'ailleurs, Jim Carrey, on le voit beaucoup moins qu'on le voyait dans le début des années 2000, par exemple. Donc, toute ce passé, ce vécu, ces émotions de l'acteur, il les incarne pour jouer le rôle de ce père souffrant de dépression et de deuil. Puis moi, c'est une approche de l'analyse du scénario et du travail de l'acteur qui m'intéresse. Ensuite, dans le même sens, est-ce que les scénaristes vont utiliser des sources en accès libre comme le DSM-5 et autres pour effectuer leur travail de recherche? Je vous ai mis à l'écran le film Horse Girl qui est scénarisé et l'actrice principale, c'est Alison Brie. Pour scénariser ce film, elle s'est inspirée du trouble de santé mentale de sa grand-mère et de l'impact que celui-ci a eu sur sa famille. Puis, dans l'étape de la conception, elle a fait des recherches dans sa propre famille. Elle s'est intéressée au côté héréditaire de certains troubles de santé mentale. Et dans le film, c'est la dépression psychotique qui est mise en scène. Et pour la mettre en scène, qu'est-ce qui est utilisé? C'est différentes matières de l'expression comme la couleur, le montage et l'ambiance sonore, pour en nommer seulement trois, qui recréent une expérience pour nous faire entrer dans la tête de la protagoniste et qu'on voit à quel point sa perception est différente. Donc, on est vraiment du point de vue du personnage qui est en dépression psychotique et non pas d'un point de vue externe, ce qui fait qu'on peut mieux comprendre sa perception de la réalité. Donc, lorsqu'on parle de représentation à l'écran, je pense qu'il faut aussi s'intéresser à la représentation derrière l'écran. Donc, pour illustrer cette question, je vous ai choisi le film Swallow de Carlo Mirabella Davis, qui est scénariste et réalisateur. Et dans ce film, il revisite la maladie mentale de sa grand-mère. Celle-ci souffrait du trouble obsessif-compulsif que Mirabella Davis a adapté en syndrome de Pica dans son film. Donc, en entrevue, il a mentionné avoir fait des recherches auprès de professionnels en santé mentale et d'experts en troubles alimentaires pour s'assurer de faire un portrait réaliste et complexe. Donc, il ne voulait pas tomber dans la parodie ou dans l'esquisse d'un trouble de mental très complexe comme le syndrome de Pica. Syndrome de Pica qui est un trouble de santé mentale qu'on voit pratiquement jamais à l'écran. Il a aussi opté pour une mise en scène très implicite des situations où la jeune femme consomme des objets dangereux, comme la capture d'écran que vous avez en ce moment à l'écran,
où elle va avaler une punaise. Donc, au lieu de mettre l'accent sur le geste, on va plutôt miser sur les répercussions psychologiques de ce geste. Puis vous avez une longue citation à l'écran, mais en fait, je voulais juste attirer votre attention sur la phrase qui est en gras. Vous aurez remarqué que beaucoup des films que je vous présente aujourd'hui sont des films d'horreur. Et Mirabella Davis mentionne que l'horreur peut être un outil pour traiter un traumatisme et avoir une forme de catharsis psychologique. Donc, même si beaucoup des films sont des films d'horreur, puis souvent, malheureusement, le lien dans les films d'horreur, c'est que le personnage qui souffre de troubles de santé mentale est le vilain, la personne dangereuse. Ici, cette proposition de Mirabella Davis, est intéressante car elle va à l'encontre des clichés et stéréotypes qu'on retrouve parfois dans le genre de l'horreur. Puis le genre de l'horreur peut permettre justement un autre point de vue sur le trouble de santé mentale sans tomber dans la stéréotype. Une autre série qui fait ça, c'est la série The Haunting of Hill House, qui utilise la métaphore de la maison hantée pour illustrer le côté héréditaire de certains troubles de santé mentale. Finalement, comment faire la mise en marché autour d'une œuvre qui traite de santé mentale? Je voulais attirer votre attention sur ces affiches de films qui traitent toutes de troubles de santé mentale variés. Regardez la manière dont sont mis en image les personnages principaux. Ils sont à moitié cachés, dédoublés, dans le noir, de biais. Donc, qu'est-ce que ces affiches nous disent? Elles nous disent ces personnages vous cachent quelque chose. Ils ou elles sont inaccessibles, peut-être même dangereux. Donc, on voit des visages qui crient, des visages craqués. Donc, ça fait appel à certains codes de l'horreur, évidemment. Et la fiche de Split utilise les termes Beast et Unleash. Donc, la 24e personnalité du personnage s'appelle la bête dans le film. Et sur cette affiche, c'est écrit Unleash. Donc, clairement, on fait appel au champ lexical du monstrueux pour mettre en scène ce personnage. Donc, l'utilisation d'un champ lexical stigmatisant me permet de faire la transition avec le premier objet de mon corpus, qui est A Beautiful Mind. Donc, le film de 2001 a été réalisé par... Oups, je m'excuse, j'ai une petite coquille, c'est marqué 2006, mais c'est 2001. A été réalisé par Ron Howard et raconte la vie de John Ford Nash Jr., qui est un jeune étudiant en mathématiques. Et il va recevoir un diagnostic de schizophrénie au début de la trentaine, puis vont s'en suivre des années difficiles où il tente de poursuivre sa carrière tout en essayant de gérer son trouble de santé mentale sans médication. Donc, le film est une adaptation libre, et je dirais même très libre, du roman Un homme d'exception, écrit par Sylvia Nassar. Il a remporté plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur scénario adapté. L'acteur qui incarne le personnage principal, John Nash, Russell Crowe, fut également récompensé et louangé par les critiques pour sa performance. Le film met également en scène la relation de John avec sa femme, Alicia, qui est incarnée par l'actrice Jennifer Connelly, qui, dans le film, demeure fidèlement à ses côtés malgré les hauts et les bas du diagnostic de John, mais dans la réalité, ça n'a pas été du tout le cas. C'est ce qui est présenté dans la biographie. Alicia a quitté John très rapidement parce qu'elle n'était pas capable de vivre avec cette situation. C'était très difficile. Mais on n'a pas mis ça en scène dans le film. Donc, dès son diagnostic, la manière dont les autres personnages interagissent avec John va changer. Il n'est plus un génie, un brillant mathématicien, il est quelqu'un de malade. Son diagnostic devient toute sa personnalité. On va retrouver ce changement dans le champ lexical même du scénario. Donc, vous avez à l'écran une page du scénario et je vous ai mis en gras quelques exemples de noms qui sont utilisés pour le décrire. Mais en voici d'autres. Donc, on va utiliser crazy, mad, madness, the hallmarks of John's madness, naughty, madman, he goes totally nuts, freak. Et ça, c'est des termes qui vont être utilisés par d'autres personnages pour le décrire. Mais John va se qualifier lui-même de ces termes péjoratifs en disant, par exemple, à son ami, what's good being nuts if you can't have a little fun? Puis plus tard, en parlant à son même ami, il va lui dire I've got to go. Alicia still worries if I'm late. You get a lot of attention when you're crazy. Puis finalement, lorsqu'on lui annonce qu'il a gagné, qu'il est nominé pour le prix Nobel, il va dire au professeur Would I embarrass you? Yes, I suppose it's possible. You see, I am crazy. Donc, l'autostigmatisation de John encourage ce type de discours.
Puisque lui-même se qualifie de fou, cela banalise l'usage de ces termes dégradants. Le problème avec ces identifications péjoratives est qu'elles mettent l'accent sur le stigma et non pas sur l'être humain. À partir du moment où John Nash reçoit son diagnostic dans le film, il devient une personne atteinte de schizophrénie et toutes ses réussites précédentes vont être ignorées. Une réplique qui résume et illustre très bien cette problématique, c'est John Nash qui va dire de lui-même: World famous mathematician turned schizophrenic takes out trash, now that's something. Son diagnostic n'enlève rien à ses succès précédents, pourtant c'est ce qu'on laisse sous-entendre avec ce type de réplique. Cette réduction du personnage à son diagnostic se retrouve dans le scénario lui-même, où le champ lexical qui identifie John Nash passe de qualificatifs tels que genius et smart à des préjugés tels que crazy et madman. Donc, le diagnostic de John Nash marque un tournant dans la manière dont les autres protagonistes interagissent avec lui, la manière dont le personnage se perçoit lui-même et au final, la manière dont nous, le public, percevons le personnage. Ce qui m'amène à vous parler du prochain objet de mon corpus, qui est le film Joker. Donc, c'est un film scénarisé et réalisé par Todd Phillips, qui a gagné de nombreux prix et de nombreuses récompenses, malgré la controverse qu'il y a eu autour de ce film. En fait, tous les films de Batman et de Joker sont souvent controversés car c'est des films qui sont violents, mais ce n'est pas l'angle de mon analyse aujourd'hui. Donc, ça raconte la vie d'Arthur Flex qui souffre de troubles de santé mentale et se tombe dans une spirale descendante où il devient son alter ego, le Joker. Donc, pour moi, Joker, c'est oui un film sur Arthur Flex et qui devient Joker, mais on pourrait changer le personnage pour un autre personnage qui souffre de troubles de santé mentale et le résultat serait le même. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est un personnage qui, à la fin du film, est complètement désocialisé. C'est un enchaînement de traumas sociaux, humiliation, violence physique, rejet, qui va mener à l'état de crise du personnage. Puis, le film nous permet de nous questionner sur plusieurs aspects. Donc, par exemple, qu'est-ce qui arrive quand un personnage perd tous ses liens sociaux? De quelle manière un personnage désocialisé peut reconstruire ses liens sociaux? Puis, est-ce que la société a une part de responsabilité dans son traitement des gens souffrant de troubles mentaux? Pour illustrer cette problématique, je vais vous présenter brièvement deux scènes de désocialisation. Donc, la première se passe dans un autobus. Ce qui est important de savoir, c'est que Arthur Flex, c'est un clown de métier. Donc là, il est dans l'autobus après le travail. Et il y a un petit garçon assis devant lui qui se retourne pour le regarder. Et Arthur, étant un clown de métier, va se mettre à lui faire des grimaces, comme vous voyez à l'écran. Tout va bien. Arthur crée une sorte de lien avec ce petit garçon, mais tout va basculer, puis au moment où la mère du petit garçon va se retourner et lui dire d'arrêter de déranger son fils. Arthur, qui souffre d'un trouble de santé, lorsqu'il a de grandes émotions, il se met à rire de manière incontrôlée et insoutenable, ça lui apporte des douleurs physiques de rire de la sorte. Et il ne peut pas s'empêcher, puis il ne peut pas arrêter de rire. Donc, lorsque la mère lui dit d'arrêter de faire rire son fils, ça provoque des émotions chez lui. Donc, il se met à rire. Et ce rire va venir résonner à un effet d'écho dans l'espace de l'autobus. Sur le plan esthétique, donc, on va alterner entre des plans larges et des plans rapprochés sur Arthur. Quand on est en plan large, on découvre que tout le monde est assis deux par deux dans l'autobus, sauf Arthur. Il est littéralement la seule personne assise seule, donc ce qui accentue le côté isolé du personnage et le fait qu'il est désocialisé, donc il n'y a même pas quelqu'un qui s'assoit à côté de lui. Et on va alterner aussi avec du silence et de la musique. Puis lorsqu'on est dans le silence, il y a seulement le rire qui va venir briser ce silence. Et personne ne le regarde. Donc, en grand plan, on voit que tout le monde continue de regarder devant et ignore Arthur qui, lui, essaie d'arrêter de rire, mais évidemment, il n'est pas capable. Donc, il va perdre sa place dans un lieu de socialisation et ça va devenir pour lui un lieu de désocialisation. Il est rejeté d'un lieu neutre, un lieu où il aurait pu établir une certaine forme de connexion avec les autres, mais évidemment, c'est l'une des premières formes de désocialisation, mais ça va s'accentuer au cours du film. Très rapidement, je tire un parallèle avec cette scène d'éléments déclencheurs dans le métro.
Ou encore une fois, on a un lieu de transport en commun en plus qui devient un lieu de désocialisation. Et dans le scénario, on retrouve cette notion d'isolement qui est une indication claire pour l'acteur, pour son interprétation d'Arthur. Donc, Arthur glances at the middle-aged woman, maybe trying to make a connection. Donc, on voit qu'il veut encore faire cette tentative de connexion, mais la femme ne se rend même pas compte qu'Arthur la regarde. Et évidemment, cette scène est un point tournant dans le film où il va commencer à sombrer dans la violence. Puis, petite parenthèse pour faire un lien avec ma question de recherche précédente sur le côté de qu'est-ce que l'acteur apporte à un personnage. Joaquin Phoenix a été acclamé de tous pour cette performance, a gagné l'Oscar, entre autres. Mais au niveau personnel, il a perdu une trentaine de livres pour incarner ce personnage et il s'est mis dans un état d'esprit très sombre pour incarner le plus fidèlement possible ce personnage qui sombrait lui aussi dans la violence. Finalement, ce qui est intéressant du film Joker, c'est qu'on s'intéresse à l'impact de la société sur la construction et sur la destruction d'un personnage qui souffre de problèmes de santé mentale. Le film nous force à nous questionner sur les manières dont on traite les gens qui ont des troubles de santé mentale et à qui revient la responsabilité d'aider ces individus. Donc, dans le film, au début, Arthur est aidé par une travailleuse sociale, mais il y a des coupures budgétaires qui font qu'il n'y a plus cette travailleuse sociale et il n'y a plus personne non plus pour gérer sa médication. Donc, le film permet d'ouvrir ces discussions et soulever des pistes de réponse et de réflexion. Évidemment, si je pouvais vous parler pendant 3 heures, on pourrait faire une analyse plus approfondie de tous les mécanismes cinématographiques qui sont mis en place pour créer des liens entre le personnage et le spectateur, établir une relation d'empathie et de compassion. Puis, en conclusion, pour cette œuvre, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Arthur se met à être violent, on va créer une distance dans la manière dont on nous montre le personnage par l'usage de reflets, de miroirs. On va le voir à travers une caméra, à travers un objectif, etc., de côté. Puis, donc, plus il sombre dans la violence, plus le personnage nous devient inaccessible. Ce qui me mène à vous parler de la dernière œuvre de mon corpus qui s'appelle Sharp Objects, qui est l'adaptation du roman de Gillian Flynn du même nom, qui est une série qui a été créée par Marty Mingson et réalisée par Jean-Marc Vallée en 2018, qui raconte l'histoire d'une journaliste qui retourne dans sa ville d'enfance parce qu'il y a des meurtres et va devoir affronter ces démons de son passé, dont la relation toxique avec sa mère. Donc, il met en scène des thématiques de santé mentale, dépression, mutilation, alcoolisme, relations familiales toxiques, meurtres, etc. Donc, je vais argumenter que cette série crée une expérience corporelle de la dépression et que même une spectatrice ou un spectateur qui n'aurait jamais souffert de dépression pourrait, jusqu'à un certain degré, être transporté le temps d'un épisode dans cet état psychique. David Evan Richard, qui est un chercheur en études cinématographiques, s'est aussi intéressé à la série. Puis lui, il défend que la série invite les spectatrices dans une expérience existentielle du monde de la dépression et que ce monde de la dépression évoque ou provoque des sentiments existentiels similaires à ceux que vivent Camille, protagoniste principale de la série. Donc, la série est une opportunité de montrer aux spectateurs, même ceux qui ne sont pas dépressifs, qui ne l'ont jamais été, c'est quoi d'être immergé dans ce monde et à quel point il est différent du nôtre. Les mécanismes cinématographiques et télévisuels, dans ce cas-ci, qu'on utilise, c'est le montage, le rythme de la série, le rythme du temps qui s'écoule dans la série. Donc, il y a plusieurs flashbacks, par exemple. On est souvent perdu dans la temporalité du récit, dans qu'est-ce qui est un souvenir et qu'est-ce qui est juste peut-être un rêve ou une illusion. Donc, ce sont quelques-uns des éléments qui nous transportent dans ce monde de la dépression. Et la dépression alterne la perception que la personne souffrante a du monde autour d'elle et de ses relations. Et c'est ce qu'on tente de recréer avec les mécanismes propres aux médiums télévisuels dans cette série. En ce sens, lorsqu'on souffre de dépression, la matérialité même du corps va changer. Le sentiment de lourdeur, par exemple, va s'installer chez la personne souffrante. La dépression, c'est un trouble de santé mentale qui est très complexe et souvent sous-estimé. On croit à tort que c'est uniquement un trouble psychologique, mais il y a un impact évidemment sur le corps des personnes souffrantes. Par exemple, des symptômes physiques qui peuvent se manifester, des douleurs, des courbatures, des jambes lourdes, des douleurs lombaires, des migraines, etc. Et dans la série Sharp Object, le corps de l'actrice est affecté par ces symptômes. Elle est courbée, ses épaules sont voûtées, elle a de la difficulté à sortir de son lit. Donc, son corps est affecté par le trouble dépressif.
Richard, dans son analyse, va faire appel au terme corporealization pour illustrer cet argument. Par le travail du corps, l'actrice rend visible l'impact corporel de la dépression. C'est pas Camille n'est pas chez elle dans son corps, elle est confinée avec sa détresse, elle nous apparaît en tant que spectatrice un peu froide et inapprochable. Et on pourrait croire que la distance qui est créée pourrait venir jouer sur le lien d'empathie qui se crée entre spectateur et personnage principal, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, la neutralité du visage de Camille est d'autant plus évocatrice lorsqu'elle est brisée et qu'une émotion transparaît sur son visage. Donc, vous avez à l'écran un extrait du premier épisode, du scénario du premier épisode, où justement on a des émotions qui vont transparaître sur le visage de Camille, qui est plutôt neutre depuis le début de l'épisode. Ça, c'est les dernières scènes. Donc, les symptômes de la dépression deviennent la source des éléments esthétiques et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle on ne tombe pas dans une représentation stigmatisante par l'exploitation de différentes matières de l'expression telles que le jeu de l'actrice, la cinématographie, plan, montage, direction artistique, couleurs, etc. et la création d'une ambiance sonore. La série nous plonge dans une expérience existentielle qui s'apparente à celle de Camille. Donc, on nous fait entrer, oui, la série se développe du point de vue de Camille, mais on nous fait aussi entrer dans la manière dont elle perçoit et reçoit le monde autour d'elle. Dans une entrevue accordée par Amy Adams, elle a expliqué que le rôle fut très demandant pour elle au niveau émotionnel. Donc, tantôt, faire un lien encore une fois avec ma question de recherche. Pour donner vie à la protagoniste, Amy Adams a dit avoir souffert à un niveau différent, évidemment, d'anxiété et d'insomnie, puisqu'elle ne savait plus qu'est-ce qui appartenait à Camille et qu'est-ce qui lui appartenait à elle en tant qu'actrice qui incarne un personnage. Pour conclure, Sharp Object utilise la dépression de la protagoniste à des fins esthétiques pour créer une expérience semblable sur le public. Donc, on est plongé dans le monde de Camille durant les épisodes et c'est une manière de représenter les troubles de santé mentale en s'éloignant des stéréotypes qui sont le plus souvent utilisés. Finalement, puisque j'ai commencé ma présentation avec des représentations dans d'autres arts, je souhaitais la conclure de la même manière. Donc, dans la littérature, je vous ai parlé de photographie, de dessin. Maintenant, je conclue avec la littérature. On retrouve beaucoup de personnages atteints de divers troubles mentaux. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les mêmes stéréotypes qu'au cinéma et à la télévision sont utilisés. Donc, malgré que le médium est très différent et permette des choses très différentes, on peut entrer dans la psychologie d'un personnage beaucoup plus facilement dans un livre. On retrouve quand même les mêmes stéréotypes comme le maniaque meurtrier ou la patiente séductrice dans ces livres. Donc, vous avez ici la petite bibliographie dont je vous parlais. Merci pour votre écoute et si vous avez des questions, si vous souhaitez discuter de certaines œuvres, je suis de tout oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. Super intéressant. C'était bien. On perçoit bien ta passion sur le sujet. Alors, il y a des applaudissements. Je ne sais pas si tu arrives à voir là, des petites mains là, qui bougent pour saluer ta belle présentation. Oui, on te laisse prendre une gorgée d'eau, respirer un peu. Alors, peut-être tout le monde, si vous voulez poser une question, juste ouvrir votre micro ou utiliser la main virtuelle là, pour échanger avec Émilie pour un commentaire sur sa présentation ou une question comme telle. Alors, on y va avec Danick. Oui, merci, c'était super intéressant. La semaine passée, je suis allé voir une soirée de court-métrage, puis dans un des films, il y avait une représentation d'une personne qui avait un problème de maladie mentale, puis dans les crédits de film à la fin, ça m'a popé d'en face qu'il y avait une conseillère en maladie d'Alzheimer sur le set pour l'enregistrement. Puis je me suis dit, comme c'est la première fois que je remarquais ça, mais c'est peut-être juste parce que je ne portais pas attention, mais est-ce que c'est commun là, sur les sites? Est-ce que c'est de plus en plus commun? Est-ce que la discussion générale sur la santé mentale mène à cette pression-là, peut-être sur les réalisateurs? C'est pas commun. Ça l'est de plus en plus parce que justement, on veut s'assurer d'avoir des représentations plus positives, plus adéquates. Mais il y a une époque où
on se cassait pas la tête à avoir quelqu'un qui allait nous informer sur la réalité d'un trouble de santé mentale. Mais de plus en plus, on voit des réalisateurs, des scénaristes qui veulent faire ce travail de recherche, puis qui ont conscience de l'impact de leur œuvre sur les futurs publics. Donc, ils vont s'assurer de parler aux bonnes personnes pour justement avoir un portrait qui n'est pas stigmatisant, qui n'est pas stéréotypé, qui n'est pas une caricature de c'est quoi vivre avec un trouble de santé mentale. Donc, c'est positif de voir ça dans les critiques. Merci. Super. Caroline? Oui, bonjour. Merci, Émilie, pour ta présentation. Moi, je suis à la maîtrise, puis j'ai un sujet comme similaire au tien, sauf que je le prends comme à l'envers. Je parle justement des séries dont les auteurs ou dont le public les ont perçues comme étant des séries réalistes ou positives. Puis je vais comme interroger ces discours-là qu'on dit positifs. Puis ce que j'ai vu, c'est que, mettons, dans une des séries que j'utilise, qui est Au secours de Béatrice, je ne sais pas si quelqu'un ou tu la connais, qui est une... Pardon, j'ai comme un coup de stress. Puis, dans le fond, c'est une série qui ne reproduit pas du tout les stéréotypes que tu nommais, la classification. Mais je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose à comme interroger là-dedans parce que justement, comme tu disais que toi, une série qui serait positive, c'est si ça suscite l'empathie ou la compassion du public. Ben, c'est une question que je me pose dans mon mémoire. Ben, c'est qui suscite la compassion dans les séries? Puis dans le cas de Béatrice, dans la série, ben, c'est comme une femme médecin qui fait de l'anxiété, qui est comme un trouble de santé mentale, oui, mais qui est comme plus mineur, puis comme plus accepté socialement, comme d'aller consulter un thérapeute et tout. Fait que je me demandais ça, c'est comme quel corps ou quelle comme personne on représente pour susciter la compassion ou l'empathie dans les séries. Fait que c'est comme ça me faisait penser un peu à des réflexions que j'avais pour mon mémoire. C'est super intéressant. En fait, je ne connais pas la série que tu parles, mais en fait, je pense que c'est la notion pour ressentir de l'empathie ou de la compassion pour un personnage. Pour moi, c'est vraiment incarné par le personnage qui souffre de santé mentale. Et c'est la notion d'identification. Est-ce qu'on peut s'identifier en tant que, par exemple, personne qui souffre d'anxiété à ce personnage qui souffre d'anxiété parce que ça nous rappelle notre propre combat avec l'anxiété? Puis il y a une série qui s'appelle BoJack Horseman, où c'est une série d'animation pour adultes sur Netflix, où le personnage est un cheval qui souffre de troubles de santé mentale, dont dépression, anxiété et troubles de dépendance variés. Et il y a un épisode qui débute avec une narration où on est dans la tête du personnage, et je m'excuse du langage, mais il se réveille le matin et ça dit « You stupid piece of shit ». C'est la première chose qui apparaît dans sa tête lorsqu'il se réveille le matin. Puis cet épisode a été très percutant pour les publics où justement, là, ils ont pu dire sur les forums, sur les groupes d'échange, moi aussi, c'est comme ça quand je me réveille le matin. Je peux m'identifier au personnage, puis c'est là que, en créant une identification avec ce personnage qui, bon, pendant 4 saisons avant, faisait des actions peut-être qu'on pouvait se questionner sur pourquoi il agit ainsi, mais là, on a accès à son intériorité. On sait pourquoi il agit ainsi parce que cette narration en continu qu'il rabaisse et ça permettait justement au public de s'identifier à ce personnage. Donc, j'ai un peu divagué, mais pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment l'identification à un certain personnage qui peut créer un lien d'empathie ou de compassion, puis aider à comprendre pourquoi ce personnage agit ainsi. Merci, Caroline. Félix? Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Félix, je suis à la maîtrise à l'UQAM en cinéma. Et justement, je fais aussi mon mémoire sur justement la désacralisation et humanisation du bien-être psychique chez les jeunes adultes. Quand même, j'ai pris la constatation sur les jeunes adultes. Et je voulais justement demander si tu en as peut-être des exemples assez concrets en ce qui concerne les jeunes adultes. Mais voudrais vraiment me concentrer sur les films, longs métrages de fiction. Donc, parce que je connais tellement d'exemples de séries comme 13 Reasons Why ou Euphoria qui sont extrêmement sensibles à ce thème, mais je vais me concentrer sur le long métrage de fiction. Donc, si jamais tu auras des exemples assez pertinents, ce serait bien. Ouais. Oui, qui mettent honnêtement, lorsqu'on traite de public de jeunes adultes, c'est souvent dans les séries parce que le médium télévisuel permet de développer plus longuement la psychologie d'un personnage adolescent.
puis de le voir sur plusieurs années, justement, donc début d'adolescence jusqu'à vie de jeunes adultes. Rapidement, comme ça, le film qui me vient à l'esprit, c'est Four Good Days, qui est un film sur la dépendance. Je crois que ça vient tout juste de sortir. Ben, c'est sorti en 2021, mais je crois qu'il est maintenant sur Netflix. C'est une jeune femme adulte, mais elle est pas, elle est plus dans la trentaine que dans, je sais pas, quand tu parles de jeune adulte, c'est quoi c'est-tu 18 à 35 ans ou quelque chose comme ça, ou plus public à... Oui, non, c'est je dirais de 15 à 25-30, ouais. OK. Je l'adulte, là. Ouais, c'est peut-être plus vieux dans le film que je viens de te mentionner. Si tu fais une recherche sur Netflix, tu marques Mental Illness dans la barre de recherche. Il y a un film qui sort qui met c'est sur un jeune homme qui reçoit un diagnostic de schizophrénie. Et on utilise justement les différentes matières de l'expression pour illustrer c'est quoi ces hallucinations. Donc, on nous fait entrer dans la tête de ce personnage et c'est un jeune homme adolescent qui va au collège, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens plus du titre, mais c'est un des premiers qui apparaît quand tu marques Mental Illness sur Netflix. Tu devrais le trouver assez rapidement. OK. Et justement, pour combler la question de Carole Anne, ça me fait penser sur le film d'animation Inside Out. Je sais pas Oui. si... OK. Et il m'a quand même complètement ouvert aussi l'esprit, justement, parce qu'on est en tête de cette petite fille. Il y a cette petite bulle qui arrive avec les couleurs et c'est je trouve ce film magnifique en termes de comment ça fonctionne, notre cerveau, en termes de où on prend les éléments positifs et négatifs. Je sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce film et je le trouvais Oui, extrêmement j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce film. Je vais essayer d'être brève, mais en fait, c'est un magnifique film qui a été utilisé. Les scénaristes ont travaillé avec des experts en émotions pour cibler les 5 émotions qui sont dépeintes dans le film. Et le film est utilisé auprès des jeunes en thérapie. Donc, en cinéthérapie, on utilise ce film, on le montre aux enfants pour leur permettre d'identifier leurs émotions à travers le film. Donc, ça a été très utile pour plusieurs psychologues qui avaient de la misère à faire parler leurs jeunes patients. Donc, souvent en cinéthérapie, on va utiliser une œuvre qui va permettre aux patients de s'ouvrir ou d'identifier des émotions. Et là, ce film-là, c'est parfait parce que les émotions sont déjà identifiées et justement, on laisse la place à la joie, à la tristesse. Donc oui, c'est un film qui a été très bien reçu et qui est encore, je crois que ça date de début 2010, mais qui est encore utilisé par beaucoup de chercheurs, autant en cinéma qu'en psychologie. Merci, Félix. Hélène? Oui, merci pour la présentation. C'est vraiment, ça fait réfléchir hein, sur les films qu'on voit. Moi, ce qui me venait en tête, ce sont des films avec une idéologie très américaine. Et par exemple, le Joker, je l'imagine juste à New York. Puis je me demandais, c'est où la place culturelle? Parce que, bon, je vais souvent au Brésil, je parle portugais, puis je vois des films, j'ai vu récemment un film, tu sais, il y aurait une partie de la folie qui est pratiquement une normalité. Mais la forme d'être, et par exemple, le Joker, je sais que ça a été populaire là-bas, mais la forme, de voir un personnage comme celui-là à São Paulo ou à Rio, ce serait difficile parce qu'il y a un aspect de collectivité, un autre regard sur la santé mentale. Je me demandais si tu avais abordé ça ou s'il y a quelque chose qui aborde cet aspect tu sais, le regard. Parce que j'ai suivi une série autochtone qui s'appelait Blackstone, qui a été très controversée même pour les communautés autochtones, mais c'est fort, là. On présente une réalité, il y en a qui disent que c'est la réalité. Donc, je me demandais si ça a déjà été abordé sur le regard culturel de l'auditoire, autrement dit. Oui, c'est une question super intéressante. En fait, moi, non. Moi, personnellement, je ne me suis pas intéressée à la question du regard culturel.
Mon corpus est majoritairement américain et canadien, mais vous avez absolument raison, un film comme Joker, c'est très américain. C'est Gotham City, là, ça fait référence à New York, puis même toutes les autres œuvres que je vous présentais aujourd'hui, c'était des films américains. Et on perçoit la santé mentale différemment dans d'autres pays. Donc, c'est sûr qu'un film, par exemple, au Brésil, qui mettrait en scène un personnage de santé mentale, probablement que ce ne serait pas les mêmes stéréotypes ou on ne considérait peut-être pas que certaines représentations sont stigmatisantes, tandis qu'ici, nous, on considère que c'est stigmatisant. Je ne sais pas s'il y a des chercheurs qui se sont intéressés à cette question. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose que j'ai rencontré au courant de mes recherches, mais clairement, ce serait quelque chose à approfondir, là, le regard culturel. Merci. Moi aussi, j'ai une question pour toi, Émilie. Ben, merci pour la présentation. J'ai beaucoup aimé l'information que tu nous as fournie sur ta démarche de recherche-création, soit de te référer aux témoignages des acteurs, à l'œuvre cinématographique ou télévisuelle, la réception des publics, comme tu nous l'as dit à plusieurs reprises, même le scénario écrit, les mécanismes de cinématographie, la réalisation comme telle, comme tout cet enrobage-là pour créer des atmosphères. Puis, tout ça en mettant en évidence également que l'acteur, qui souvent aux États-Unis, dans les grandes productions américaines, va avoir un Oscar pour avoir joué un schizophrène ou quelqu'un avec le trouble du spectre de l'autisme ou, mon Dieu, qui il a bien joué, pardonnez-moi, là, mais le fou. Puis, même là, tu es allé jusqu'à dire que des acteurs, ça a été difficile pour eux, puis ils ont vécu de la souffrance après avoir joué ce personnage-là. Il me semble qu'on est complètement déconnecté de la réalité. On parle d'êtres humains qui souffrent tous les jours. Puis comment ça se fait que ces personnages-là au cinéma, ils ont bien imité, interprété, représenté une souffrance, fait qu'ils ont comme l'audace de nous partager leur souffrance. Moi, je suis un petit peu chamboulée d'entendre ça. Oui, c'est sûr que eux ont vécu temporairement de l'anxiété ou temporairement une phase dépressive, tandis que des gens qui, c'est leur quotidien. Mais ça, c'est vraiment le gros système hollywoodien. C'est vrai que lorsqu'un acteur incarne un personnage comme le Joker ou John Nash dans Beautiful Mind, ils ont tous les deux reçu des Oscars. On dit, mon Dieu, que cette interprétation est incroyable. Mais oui, c'est sûr que si on se questionne sur, il y a des gens qui vivent ça à tous les jours, puis eux ont vécu ça pendant 1 an ou 2, là, le temps de conception, post-tournage. Oui, c'est sûr, c'est des questions. Là, on peut même se au niveau éthique, est-ce qu'on devrait représenter des personnages qui. Est-ce que les gens qui incarnent ces personnages devraient être des personnes qui ont des troubles de santé mentale? Quand je disais, il faut questionner à la représentation derrière l'écran, c'est une question à se poser. Honnêtement, c'est un débat. Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas on peut pas incarner un personnage qui a un trouble de santé mentale si on n'a pas de trouble de santé mentale? Je ne suis pas certaine que ce soit la réponse à la question, mais c'est un débat. C'est un débat ouvert encore. Un débat ouvert où souvent c'est surtout des hommes là, qui vont recevoir les prix. Puis on s'entend, le cinéma, c'est de la fiction, puis c'est aussi des personnages plus grands que nature, on s'entend. Mais là, le petit vécu des auteurs, là, pas des auteurs, excuse, des acteurs, là, ça me bouleverse un petit peu. Je laisse la parole tout de suite à Danick. Ben, en fait, moi aussi, c'était un peu par rapport à ça, ça va rebondir sur Marc-Claude, mais tu sais, on glorifie beaucoup le méthode acting, là, mais y a-t-il quelque chose de positif, genre intelligemment à dire là-dessus? Cette idée que, ah oui, j'ai joué tel personnage, j'ai mis ma switch de trouble de santé mentale à on, puis c'était vraiment difficile pour moi, mais tu sais, ce qui est vraiment difficile dans le vrai monde, genre de la santé mentale, c'est que tu t'isoles socialement pour vrai, là, pas pour le fun. Tu as des répercussions économiques que ces personnes-là ne vivent pas. Tu sais, les riches peuvent aussi avoir des troubles de santé mentale. Je ne sais pas si vous entendez ça, mais on dirait qu'il y a quelque chose de tellement pernicieux avec notre fascination du méthode acting. Puis, tu sais, je me demande, comme dans le monde du cinéma, tu sais, moi, je suis en histoire, là, fait que je connais rien, c'est peut-être naïf, mais tu sais, y a-t-il des réflexions intelligentes là-dessus dans le monde du cinéma?
quelque chose d'intelligent à dire là-dessus? La méthode acting, c'est très controversé. Honnêtement, il y a des gens qui disent c'est la chose à faire. Il faut que tu te mettes le plus possible dans l'univers. Il faut que tu deviennes ton personnage. Il faut que tu mettes dans sa peau à 100% parce que sinon, ce ne sera pas fidèle, ça ne sera pas réaliste, ça va être une caricature de ce que tu veux faire. Et il y a des gens qui disent c'est quoi ça, le méthode acting? Tu es supposé être un acteur. Tu es supposé juste switcher pendant le temps du tournage et devenir le personnage. Donc, encore là, ça me permet de rebondir avec ta conclusion, Marie-Claude, mais le but du cinéma et de la télévision, c'est de divertir. Donc, c'est sûr que quand on regarde d'un point de vue santé mentale, on dit oui, mais ça, c'est pas véridique. Oui, mais ça, c'est une caricature, c'est un stéréotype. Ah oui, c'est intéressant, mais clairement, c'est juste, comme dans Beautiful Mind, il y a une course de poursuite en voiture qui est une hallucination. Clairement, c'est aucunement réaliste. Une hallucination ne pourrait pas être une poursuite en voiture. Là. Il y a des balles qui volent un peu partout. Là. C'est très cinéma hollywoodien. Mais le film a diverti les publics, donc oui, a réussi son objectif. Donc, c'est vraiment quand on analyse les films ou les séries, c'est quelles lunettes on met. Est-ce qu'on met nos lunettes de spectateur? Est-ce qu'on met nos lunettes de chercheur? Est-ce qu'on met nos lunettes de clinicien qui regarde et qui dit oui, mais ça au niveau clinique, c'est complètement faux? Ou on se laisse aller complètement dans le film, évidemment. Mais le méthode acting, c'est quelque chose de très controversé, surtout là qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui ouvertement disent pendant 3 ans, j'étais dans le rôle, puis c'est qui je suis devenue. Puis après ça, je n'étais plus capable de revenir à moi-même. Et il y a des gens qui disent, tu ne devrais jamais faire ça. Tu ne devrais pas perdre ton identité pour incarner un rôle. Tu es un acteur, c'est ton métier de devenir d'autres personnages. Donc, à vous de voir quelle est votre opinion sur la méthode acting. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, moi, je vais en profiter. Bon, OK, Caroline, vas-y. Oui, tu te parlais tantôt que tu avais accès à des entretiens de psychiatres avec des patients. Si je me demandais si c'était quoi, dans quel cadre tu t'en sers pour ton projet de thèse. C'était super intéressant. Oui, c'est à notre bibliothèque, à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines. La bibliothécaire m'a trouvé des archives 16 mm qui étaient, je ne sais pas s'ils étaient cachés, mais en cherchant dans ses bases de données, elle a trouvé ça. Puis on est allé les regarder ensemble. Puis honnêtement, il y en a qui c'était un peu troublant, là, les situations qui mettaient en scène les patients et les patientes. En fait, c'est qu'on sait que la personne qui est en position d'autorité, clairement, elle sait que c'est une mise en scène, mais les patients et les patientes ne le savaient pas toujours, puis il y en a qui étaient en situation de détresse, mais ils continuaient de filmer pour faire le film éducatif. Donc, il y avait toute la dimension éthique qui entrait en cause. Puis moi, pour mon doctorat, c'était plus pour la cinéthérapie que ça m'intéressait de savoir comment on utilise les films à des fins éducatives. On a parlé d'Inside Out, mais ces films-là, ces archives 16 mm, étaient utilisés par un public étudiant pour enseigner c'était quoi faire une consultation. Puis il y avait il y a les pharmacies Sandoz en France qui faisaient des films médicaux aussi pour public éducatif. Donc, c'est cette partie-là de ma thèse qui est encore en développement. Ça va rentrer. Merci, Magali. Ah, le son, Magali. Oui, merci. J'ai été très intéressée. Je trouve que c'est absolument passionnant et je vous remercie beaucoup. Alors, moi, je suis venue vous écouter parce que je suis partie avec les mêmes questions pour un séminaire pour mes étudiants ici, mais peut-être en me centrant plus sur les aspects historiques et sur les aspects du cinéma européen. Disons, je suis tombée sur autre chose qui me passionne aussi, c'est comment, en fait, à partir des hystériques de Charcot, des questions d'hypnose et puis ensuite de psychanalyse, comment ceci a en fait influencé le cinéma et réciproquement d'ailleurs aussi effectivement la manière d'être malade, si je puis dire, et aussi fournit des grilles d'analyse aux théoriciens du cinéma qui se sont emparés des propositions de l'hypnose pour penser le réalisateur ou le spectateur en situation d'hypnose, qui ont mis en scène des somnambules dans les premiers films comme
Caligari, etc. Enfin bon, donc il y a tout un pan aussi de cette histoire que vous explorez sur les entrelacements et les constructions réciproques, en fait, mais je crois que vous en avez déjà parlé, voilà, des propositions qui sont faites, enfin, des catégories, disons, de patients qui intéressent et qui produisent aussi des éléments cinématographiques et scénaristiques qui peuvent être intéressants. Par exemple, les personnalités dissociées, ça permet beaucoup de twists dans une narration. Enfin, bon, il y a toutes ces choses-là. Voilà, et ma dernière remarque, et peut-être aussi une question, parce que, par exemple, j'ai entendu dire que dans le film A Beautiful Mind, en fait, Nash n'a jamais voulu reprendre de médicaments parce que justement, il ne pouvait pas faire de mathématiques s'il était sous médicaments. Et néanmoins, les scénaristes ont eu peur de ça, ont eu peur du message que ça pouvait laisser passer à des personnes qui ont le même type de diagnostic. Et donc, on réintroduit la question des médicaments pour comment dire, être rassurant peut-être par rapport à l'industrie pharmaceutique ou, enfin, ou à des médecins qui auraient pu être inquiets, etc. Euh, voilà, donc il n'y a pas seulement, enfin il y a aussi d'autres instances qui interviennent pour dans la question de quel scénario on construit, comment on met ces personnages, qu'est-ce qu'on leur fait vivre, quoi, enfin qu'est-ce qu'on rajoute, enfin c'est-à-dire des narratifs normalisants, peut-être normalisateurs qui se rajoutent. Euh, Oui, absolument. Puis pour répondre à votre question sur A Beautiful Mind, j'ai lu la biographie qui a été écrite par Sylvia Nassar, puis le film a été très, très, très romantisé. Là. C'est pas l'histoire. On peut pas regarder le film et dire ah, ça, c'est l'histoire de John Nash. C'est pas ça du tout. Il y a eu plusieurs internements parce que justement, il refusait de prendre la médication. Tandis que dans le film, on voit un internement prendre la médication, décide d'arrêter la médication et grâce à l'amour de sa femme, réussit à ne pas reprendre de médication. Donc là, on romantise vraiment la chose. Peut-être que justement, on ne voulait pas dire, on ne voulait peut-être pas faire le côté En fait, c'est un message négatif de dire que la médication dans ce cas-ci aurait été problématique parce que dans la vraie vie de John Nash, la médication lui a été utile. Il en a repris au courant de sa vie à plusieurs moments. Et quand il en prenait, il était beaucoup plus stable et il était capable de faire des mathématiques quand même. Donc, dans le film, on a laissé tout ça de côté, puis on a plutôt misé sur la relation avec sa femme pour illustrer son combat. Mais dans la vraie vie, il s'est divorcé très rapidement et il avait des relations extra-conjugales avec d'autres hommes. Et ça aussi, on a complètement retiré ça du film au profit de faire un film d'amour hollywoodien où tout est bien qui finit bien. À la fin, d'ailleurs, on finit avec le prix Nobel et les sur-scènes remercient sa femme. Donc, c'est ce on a choisi de faire. Mais est-ce que c'est la réalité? Non, 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 pas du tout. Si on lit la biographie, c'est pas ça. C'est pas ça pour la plupart des gens non plus. Ça romantise la chose un peu trop. Oui, les films sont souvent avec des fins heureuses là, pour tous les publics puis tous les styles d'histoires qui sont racontées. Moi, j'aimerais ça te demander pour ton corpus au doctorat, quelle période tu as choisi, parce qu'on a vu là, il y a une production assez importante. Tu dois faire des choix. Ouais. Puis en même temps, il y a une question dans le chat que j'ajoute à ma question. À partir de ce corpus-là qui varie dans le temps, est-ce que dans les années, les productions plus récentes, on tient compte de la réalité, des réalités non binaires, non genrées? Est-ce que ça apparaît un petit peu dans le corpus plus récent? Ça commence à apparaître, mais très, très, très peu le non-binaire, non-genré. Il y a quelques œuvres. Il y a une nouvelle série dont j'oublie le nom sur Netflix qui met en scène une protagoniste féminine. Est-ce que c'est pas...
je suis plus certaine, je ne veux pas m'avancer, je ne me rappelle pas du nom de la série, mais où j'ai vu quelques critiques qui disaient comme enfin on a des représentations moins genrées des troubles de santé mentale, mais c'est très, 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 très récent et je n'ai pas de titre précis à vous donner. Pour mon corpus, mon critère de sélection, c'est la disponibilité des scénarios. Donc, les films plus récents, les séries plus récentes, c'est plus facile d'avoir accès au scénario. Plus on s'éloigne dans le temps, moins il y a des versions de scénario finales. Souvent, c'est des first drafts ou des versions qui n'ont pas été en tournage. Donc, c'est pas les scènes que je vais analyser ne sont pas dans le scénario. Donc, il va y avoir plusieurs époques, mais c'est vraiment avec le scénario. Donc, si je trouve un film parfait, mais je n'ai pas le scénario pour l'analyser, pour ma thèse, c'est vraiment une écriture scénaristique et dialogique que j'analyse les œuvres. Donc, c'est vraiment, est-ce que le scénario est disponible? Oui, je peux l'analyser. Le scénario n'est pas disponible. Le film doit quitter mon corpus. Puis ça fait combien d'œuvres finalement que tu penses qui vont être intégrées à ta thèse? Pour un chapitre, je dirais parce que dans chaque chapitre, il y a une ou deux œuvres, mais en tout, je vais essayer de ne pas dépasser 10 œuvres. Puis si jamais la délimitation, scénarisation impose un choix, je ne voulais pas choisir quel trouble mental j'allais parler. Je ne voulais pas prendre juste des scénarios qui traitent de la schizophrénie parce que ça a déjà été fait, ou juste des scénarios qui traitent, par exemple, de la dépression. Je voulais avoir plusieurs troubles mentaux pour pouvoir aborder plusieurs types de représentations. Mais je dirais 10, c'est le maximum que j'essaie de viser, le 10 heures, pour pouvoir entrer en profondeur, parce que vu que je suis en recherche-création, j'ai moins de parties théoriques à écrire, vu que j'ai ma création en plus. Donc, je crois que c'est 150 pages maximum. Puis mon mémoire, avec mes 2 scénarios, faisait 150 pages. Donc, c'est sûr que je pourrais écrire 300 pages, mais je n'ai pas le droit. Donc, je dois me délimiter. Alors, à la fin de ta thèse, tu vas écrire un scénario, encore une Oui, fois. moi, je vais Oui. écrire une série de scénarios. Donc, je vais choisir, par exemple, je vais écrire un scénario de 10 minutes sur la dépression, un scénario de 10 minutes sur l'anxiété. Donc, je vais cibler des troubles de santé mentale que je vais mettre en scène en 10 minutes. OK, Donc, je vais écrire plusieurs scénarios. des courts-métrages, super, super intéressant. Question piège, là, pour la spécialiste. Est-ce qu'il y a des troubles qui sont jamais présentés dans les œuvres cinématographiques ou dans les séries télévisuelles? Est-ce qu'il y a des oubliés ou des sujets silencieux? Dans les œuvres de fiction, des personnages féminins sur le spectre de l'autisme, il y en a très peu. Il y en a peut-être un dans la nouvelle série dont je vous parle sur Netflix, puis je ne suis même pas certaine que c'est le spectre de l'autisme. C'est toujours des personnages masculins. Pour des troubles de l'humeur, c'est toujours des personnages féminins. Donc, on a souvent le problème de genre, donc on ne représentera pas des personnages masculins qui souffrent de dépression, tandis que oui, les hommes souffrent de dépression. Même chose pour l'anxiété, on en voit pas beaucoup. On commence à en voir, donc ça, c'est un des changements des dernières années avec, par exemple, des Césars qui mettent de l'anxiété, dépression, troubles de panique. Mais souvent, on va attribuer certains troubles de santé mentale aux femmes, certains troubles de santé mentale aux hommes, puis on va s'en tenir à ça. Mais là, je vous dirais qu'on a une plus grande ouverture d'esprit. Depuis la pandémie, en fait, on parle tellement de santé mentale. Je pense que les scénaristes, les réalisateurs ont cette ouverture de dire on va montrer des choses qui n'ont pas été encore montrées à l'écran. Wow, merci. Merci beaucoup, Émilie. Merci à tout le monde d'avoir été là pour écouter et discuter avec Émilie. On se donne rendez-vous dans un mois, finalement. J'avais ma feuille ici. Alors, ça sera Juliette Navio qui est avec nous, qui va nous présenter son sujet sur le festival Psy de Lorquin, du reflet de la psychothérapie institutionnelle à la mémoire médicale. Chez les jeunes adultes. Alors, Juliette va peut-être nous faire un petit coucou, mais on vous attend tout le monde. Soyez là, ça va être encore une fois un très beau rendez-vous. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci. Bonne soirée.
Oui, bonne soirée dans certains cas, oui. Ah oui, excusez-moi, chez moi, il est 7h. Bonne soirée chez vous. Il est 19h15, j'ai pas pensé que chez vous, c'était encore la journée. Oui, en tout cas, je serais ravie de vous parler de mon sujet de thèse à moi la semaine prochaine. Et merci beaucoup, Émilie, pour ta présentation. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Juliette. Oui, bonne journée. Mathie, je ne sais pas si vous avez reçu mon courriel. Je vous ai envoyé mon courriel dans le chat. Oui, parfait. OK, c'est bon. Merci. Merci, Marie-Claude. Merci beaucoup. Tu étais super bonne comme tout Merci. le temps. C'était passionnant. J'ai pris plein de notes. Puis, ça va alimenter nos discussions à nous pour notre projet puis notre création de Certainement. court-métrage, là. Mais c'était vraiment intéressant. Bravo. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. À la prochaine. Salut.